promotion de la tolérance et de la non-violence. Cette cérémonie est symboliquement rattachée, vous le savez sans doute, à la Journée internationale pour la tolérance qui est célébrée partout dans le monde le 16 novembre. Elle est pour nous l'occasion de rappeler au grand public, qui l'ignore parfois, que la tolérance et la non-violence, au service de la paix plus particulièrement, sont des valeurs qui nourrissent les grands programmes de l'UNESCO depuis 70 ans. Et qui sera décerné à 2 personnes, surtout à Ibrahim Idbaltana, qui est un compatriote et qui a beaucoup lutté pour la réconciliation, pour la paix dans le Nord. Donc cette cérémonie, je ne pouvais en aucun cas ne pas être présente. Voilà, parce que c'est un confrère et nous sommes de la même région parce qu'il fait partie de l'ethnie des Touaregs noirs qu'on appelle les Bellas, et nous ce sont nos cousins à plaisanterie en plus. Donc c'est un grand cousin, il faut que je sois là. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, nous célébrons ce soir également la contribution de M. Ibrahim Idbaltana à lutte contre les inégalités sociales. À travers son travail comme militant de la société civile, M. Idbaltana contribue à élargir l'accès aux services sociaux de base et l'éducation de groupes défavorisés, des femmes, des enfants, des descendants d'esclaves. Il est également fortement engagé dans la résolution pacifique de conflits au nord du Mali, entre les populations sédentaires et nomades, et pour la fin de stigmatisation contre la population touareg. Ces prix, cher lauréat, est un encouragement à poursuivre votre travail. Il est une source d'inspiration pour nous tous. Pour la nouvelle génération, on appelle à faire de la tolérance un comportement quotidien. Une vigilance active à renouveler chaque jour pour construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Je vous remercie. Monsieur Ag Idbaltana, le jury du prix a souhaité reconnaître votre contribution exceptionnelle à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits entre les différents groupes de la société malienne à travers le dialogue, le respect de la diversité culturelle et la participation inclusive de tous les membres de la communauté dans le processus de prise des décisions. Le prix salue également votre engagement de longue date et un travail courageux en tant que militant de la société civile pour la promotion des transformations sociales positives, de l'inclusion sociale et de la justice, ainsi que vos efforts pour aider les groupes les plus marginalisés et les plus défavorisés de la société, y compris les femmes, les enfants et les descendants d'esclaves au Mali.
Assalamu alaikum. Monsieur le directeur général adjoint de l'UNESCO, mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités, mesdames et messieurs, vous ne m'en voudrez pas de paraphraser des aînés illustres en vous disant ceci. À travers ce prix, vous m'apportez l'éternité. Et ce n'est pas que ma modeste personne que vous distinguez aujourd'hui. Au-delà de l'activiste qui ne serait allé nulle part sans l'aide des autres, vous distinguez des personnes dévouées des communautés du Mali, en particulier des communautés du nord de mon pays, sans distinction d'ethnie, de tribus, de sexe, de religion ou d'âge. Vous distinguez aussi ma famille, mes collègues de Temet, de Gari et tous nos soutiens. Leur accompagnement a été déterminant pour être là aujourd'hui. Avant 1985, lorsque conscient que sans l'éducation des communautés rurales, le progrès de mon pays n'était pas possible, j'ai mis fin à mes ambitions de carrière pour retourner enseigner les enfants dans les paillotes et sous les arbres. Je n'étais pas seul. J'étais avec des amis convaincus, mobilisés, entièrement dévoués à la cause de leurs frères et sœurs. Beaucoup d'entre ces amis sont restés mobilisés, vivant au milieu de l'air. Ils n'ont pas eu la notoriété qui m'a été donnée. Mais ce sont eux qui méritent aujourd'hui ces prix Madame Jet Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. En 1985, lorsqu'à la tête d'un petit groupe dont le bétail venait d'être décimé par l'une des sécheresses les plus impitoyables du Sahel, je proposais de dompter une nature ingrate avec des ouvrages de conservation des eaux et des sols. J'étais en compagnie d'autres ressortissants du Sahel qui ne voulaient pas s'avouer vaincus ou dépendre de l'aide alimentaire de la Croix-Rouge. Ces prix qui m'honorent et dont je suis fier est aussi et surtout le leur. Puis pendant plusieurs décennies, parce que la fierté, la dignité, l'honneur de tous et de toutes méritent d'être défendus et que nos sens se valent au-delà de nos différences, j'ai porté avec d'autres le combat pour le respect de tout homme, de toute femme. Vous permettrez que je les associe à ces prix. Je sais que sur les dînes et les oueds qu'ils parcourent tous les jours, pour pouvoir vivre dignement, ils partagent avec nous ces moments exceptionnels. Mesdames et messieurs, la distinction que j'ai l'insigne honneur de recevoir et que je reçois avec une vive émotion récompense le travail et la dédicace pour toute une équipe dont la paix est le socle, rendant ainsi possible tout le reste, le bien-être matériel, la santé, l'éducation, j'en passe. J'en suis fier parce que je viens d'un pays divers et splendide, où poussent les dattes et les mangues, se côtoient les vaches et les rizières, une bonne dizaine d'ethnies, des richesses spirituelles dont Tombouctou, où exista l'une des toutes premières universités du monde. Ce pays, hélas, connaît encore des problèmes d'intégration nationale, des conflits intercommunautaires ou entre des communautés et l'État qui troublent sa paix. Des femmes y ont été violées récemment, des enfants y ont été enlevés, empêchés de jouer à cache-cache comme tous les enfants du monde. Des mains y ont été amputées, des couples lapidés et des corps flagellés au nom de la religion, d'une religion mal comprise et mal appliquée. La violence y avait élu domicile, autant facilement ce qu'il y a de plus sacré, la vie. Surtout la vie de ceux qui sont innocents, la vie de ceux qui tombent parce qu'ils ne sont pas armés. Avec ces prix, mes amis et moi, nous nous sentons encore plus légitimés, plus soutenus pour continuer notre combat pour la paix. Nous sommes sûrs, et ce sera le combat de notre génération, le combat de notre vie, que la Kalachnikov ne peut pas remplacer le bâton de berger,
que les Toyota tout-terrain montés de lance-roquettes ne doivent pas se substituer aux caravanes de scène. Nous sommes sûrs, et cela restera notre combat, le combat de notre génération, le combat de notre vie, que nul humain ne vaut plus qu'un autre, que nous sommes différents mais égaux et complémentaires, et que tous nos problèmes peuvent trouver solution sans la violence qui ne rapproche pas et qui divise davantage. Mahatma Gandhi a libéré la grande haine des griffes cruelles de la colonisation. Il nous a montré que l'on peut vaincre sans tuer. Il sera toujours notre source d'inspiration, notre modèle, lui et tous ses condisciples et ses disciples. C'est pourquoi, en pensant à Madame Singh, dont le prix porte le nom, je n'ai pu m'empêcher de sentir monter plus de fierté, encore plus de fierté. Je souhaite de toutes mes forces que m'accompagne l'humilité de ce grand homme, qui est artiste, écrivain, diplomate, philanthrope, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, qui fut un homme du monde, un combattant de la liberté, et qui, tout le long de ses 88 ans, nous a montré le chemin le plus noble à suivre, celui du respect de la dignité humaine par la tolérance, la non-violence et la philanthropie, avec celui du don de soi-même et de ses propres biens pour le bonheur des autres. L'honneur que vous faites à mon pays, à mon frère en humanité, Francisco Javier Estevez Valencia du Chili, ainsi qu'à ma modeste personne, nous encouragera à penser mieux, à partager plus, à découvrir et aimer davantage la nature humaine. Ici et maintenant, je prends un engagement. Celui que ces prix m'enseignera toujours, devant la colère ou l'exaspération, que la paix est un comportement, pour reprendre la phrase irremplaçable de Houphouët-Boigny. Merci à vous tous, merci à tous, et toute ma gratitude aux membres du jury qui ont fait que ce jour soit. Merci. Ça c'est le Mandé, ça c'est le Mali particulièrement, ça c'est l'Afrique. La tolérance acceptée, les mains dans les mains, allons ensemble. Voilà les griots. Alors, il y a des gens qui bolo, on a dit Blasira, on a dit Kunawolo. Parce qu'il y a Mali Kunawolo, il y a Mali de Kunawolo. Nabila Ibrahim Toa, Ambe Mouni Nindero, Mali on Gado Dakelenfe, Kabo Dakelenfe, Kauntika di Noma, Badenya, Sindia, Alhamdulillah, Arab Lalamina, Mali de Kunawolo, Faso de Kunawolo, Afrique Kunawolo. Nabila Ibrahim Toa, Barka. Alaga Lino Chamadi Malideuma,
Alhamdulillah, sous les balles, sous les poussières, tu as accepté d'aller avec les orphelins, les sauver de la vie, l'homme de paix, l'homme de la solution. On te souhaite une longue vie. Merci. Pour le Mali, pour l'Afrique, pour l'humanité entière. Pour le Mali, pour la paix, pour la tolérance. J'espère que voilà, le peuple malien sera uni un jour et que le Mali sera un et indivisible et que tout le monde se retrouvera autour de ce grand Mali-là. Parce que la guerre n'apporte rien, la violence n'apporte rien. Ce n'est que le dialogue, la compréhension que nous arriverons à développer notre pays. Les armes ne développent pas un pays. Donc, asseyons-nous, parlons et comprenons-nous et construisons notre pays. Félicitations pour le prix. Mais je voudrais que vous me fassiez un petit point sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, il se passe des choses et je pense que ce serait intéressant que vous nous donniez votre avis. Est-ce qu'on peut être optimiste? Merci de m'avoir permis de donner mon opinion. C'est important. C'est un sujet aussi important. Et le Nord, actuellement, c'est ce qui se passe. En tout cas, permet d'être optimiste. En ce sens que les principaux acteurs concernés par le processus de dialogue déclarent, affirment être liés toujours par la feuille de route. Et beaucoup d'entre eux aspirent à la fin des hostilités. Certes, il y a bien d'autres acteurs qui ne sont pas concernés même par le processus de dialogue. Mais le plus important, c'est que dès qu'il y a un accord avec les éléments pris en compte en ce moment. Là, vous parlez de ceux qui étaient en fait signataires de l'accord du 18 juin à Ouagadougou. Je parle de ceux-là. Ceux qui sont officiellement à Alger parce qu'ils étaient signataires du 18 juin à Ouagadougou. Une fois que l'accord est signé par ceci, l'accord de paix, je suis persuadé qu'il y aura la paix. Je suis persuadé que beaucoup de populations du Nord aspirent à la paix. Dans la mesure où ces acteurs ont renoncé à la division du pays, ils ont renoncé à toute velléité d'introduire la charia. Je ne vois pas comment on ne va pas trouver un accord. Je reste optimiste par rapport à ça. Et pourquoi est-ce qu'on peut être plus optimiste à la suite de ces accords, si donc ils vont bientôt être signés, que par rapport aux accords de 91-92 ou le pacte national? Qu'est-ce qui fait que ça va mieux aller cette fois-ci que ça n'a été? Qu'est-ce qui devrait être ajouté cette fois-ci pour que ça ne replonge pas dans 10 ans? Un des aspects qui marque la différence avec 92, c'est que le processus de cette fois est plus inclusif que 92. Et il a concerné tout le monde. Il n'y a pas une partie de la société malienne qui n'est pas concernée. Alors qu'en 92, c'était le représentant de l'État qui est parti négocier. Cette fois, c'est tout le monde. Ça, c'est un aspect. L'autre également qui est là, c'est que le Mali même, de toute façon, la société malienne est en mutation. Elle évolue et elle est davantage plus démocratique qu'avant. Et elle prend conscience de l'ampleur également du problème. Et je pense aussi que
le processus a plus de soutien. C'est-à-dire, même les autres États, il y a plus d'États. Les États continentaux ou les États internationaux? Internationaux et continentaux. Beaucoup sont impliqués. Donc, beaucoup vont aider à l'application. Parce que chacun, si on prend la MINUSMA, bon, c'est plusieurs États. Si on prend, même au-delà de la MINUSMA, on prend la CEDEAO, elle n'a jamais été impliquée dans le premier conflit. L'UA non plus. À l'époque, c'était l'UA, mais... L'UA non plus, voilà. L'ONU n'a jamais été impliquée. La France n'a jamais été impliquée comme elle l'est maintenant. C'est un problème maintenant qui concerne beaucoup d'États. Et donc, un accord qui sera obtenu, tout le monde va veiller à son application. Surtout que le premier accord, il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été appliqués là-dedans. Et pour terminer, il y a 15 jours, Blaise Compaoré a démissionné. Bon, on sait ce qu'il pouvait représenter dans la sous-région, particulièrement vis-à-vis de certains groupes rebelles qui étaient hébergés chez lui. Est-ce que vous pensez que ça risque de faire bouger la donne? Bon, ça, c'est ce que je vais dire n'engage que moi. Bien sûr. Je pense que ça aura peu d'impact sur la situation. Personnellement. C'est vrai, en tant que médiateur, il recevait tout le monde. Mais je crois que ça aura peu d'impact sur la suite. Ce qui est important pour la suite, c'est vraiment que les acteurs maliens acceptent sincèrement de dépasser leurs divergences et comprendre que la violence ne règle pas les problèmes. Merci beaucoup. Pendant que nous on est ici au Mali, il y a une multitude de choses qui se passent. Donc voilà, je vous donne la parole. Alors, M. Amadi Diabaté, président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, je vais peut-être parler un peu du Mali et de la communauté malienne de France. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans le processus d'accompagnement du Mali pour la paix et le développement. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et nous sommes avant tout des acteurs du développement. C'est pourquoi nous mobilisons toutes nos énergies, et ici et au Mali, tous nos partenaires, afin que la paix soit au Mali. Et on ne peut pas éviter de parler d'Ebola. Oui. Parce qu'aujourd'hui, donc, nous sommes vendredi et depuis 3-4 jours, c'est panique au Mali parce qu'on pensait que la petite fille de Caille était le seul cas et ça s'est révélé être inexact puisqu'il a l'air d'y avoir une chaîne qui s'est déclenchée à la clinique Pasteur de Bamako. Un cas éventuel à Ségou. Oui. Voilà. Donc... Et depuis vendredi aussi à l'hôpital Gabriel Touré. Voilà, au service d'ORL, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Et donc, quels sont les conseils que vous pourriez donner à vos compatriotes là-bas? Parce qu'on entend beaucoup de reproches vis-à-vis d'un certain mutisme de la part du gouvernement. Et qu'est-ce que les Maliens, eux, peuvent faire pour accompagner les éventuelles politiques qui vont être mises en place, et surtout se protéger mutuellement? Oui, et nous, on a déjà commencé, hein, c'est la sensibilisation à toutes les pratiques comment on appelle, j'allais dire, toutes les pratiques qui font que les gens doivent se laver les mains, éviter certains contacts physiques avec éventuellement les gens qui sont déjà infectés. Bon, donc d'ici, nous sensibilisons par nos voies traditionnelles pour que les gens comprennent. C'est là que les traditionnels ont un grand rôle. Un grand rôle à jouer.
Jusque dans les villages, et particulièrement sur tous les rituels funéraires et tout ça. Oui, tout à fait. Il faut convaincre les gens que... Alors, le réseau des une dépouille est encore plus contaminante qu'un vivant. Qu'un vivant. Donc, à cette occasion, nous mobilisons tous les membres du Recotrad, en tout cas, et ici, et on alerte aussi ceux de là-bas. Je sais qu'ils sont sur le terrain, ils sont en train de sensibiliser davantage. Et à l'adresse maintenant des décideurs politiques, j'allais dire, c'est de les soutenir et les encourager à véhiculer davantage les consignes de propriété et de toutes les dispositions à prendre afin d'éviter que l'Ebola se propage davantage dans le pays. Allez, une petite conclusion. Bon, alors, puisque l'introduction c'était l'objet pour lequel on est là aujourd'hui. Oui, tout de même. Tout de même, on ne va pas l'ausculter dans les conclusions. On est très ravis. Tout le Mali est vraiment gratifié par le prix que notre compatriote Ibrahim vient d'obtenir aujourd'hui. Donc, on ne peut qu'être solidaire de ce prix et au-delà, tout le Mali entier. Vous représentez le Mali. Je représente le Mali, à Consulat pour représenter l'ambassadeur bilatéral, son excellence Cheikh Moukhtar Diarra, et je suis accompagné par une forte délégation de l'ambassade à cette soirée qui pour nous est un réel honneur. Un réel honneur pour le Mali. C'est le Mali entier qui se trouve ainsi récipiendaire de ce prix, dans la mesure où la culture de la paix, la tolérance ont été toujours, c'est des valeurs qui ont été cultivées, des valeurs en lesquelles nous croyons beaucoup, et nous sommes persuadés que le prix qui a été décerné à M. Ibrahim est un message pour expliquer à tous ceux qui ne font pas comme lui, qui pensent que à côté des problèmes de développement, il y a aussi des problèmes de culture, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé. Il dit qu'il vaut mieux miser sur l'homme, améliorer la qualité de l'homme et aller ensemble dans la tolérance, dans la paix, vers ce développement que nous cherchons de tous nos voeux. Vous avez constaté qu'il a dit tout à l'heure une phrase tout à fait remarquable. Le message qu'il voudrait lancer aux autres, c'est de dire que les Kalachnikov ne peuvent pas remplacer comment dirais-je là, ne peuvent pas remplacer les champs. Il a dit le bâton de berger. Le bâton du berger, vous voyez, voilà. Donc, très belle image. C'est pour dire que si c'est des problèmes de développement, on peut trouver des solutions par le dialogue, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Nous pensons que, à travers le dialogue, un dialogue constructif, un dialogue vraiment franc, nous pouvons ensemble trouver les solutions. Mais il n'est pas du tout normal de penser qu'en prenant les armes, en retournant les armes contre ses propres frères, c'est la meilleure façon de vouloir régler des problèmes de développement. Ce n'est pas le cas. Et il représente toute cette partie énorme des populations du Nord qui ne veulent pas de guerre, qui ne veulent pas de violence, qui pensent que cette diversité culturelle, c'est une richesse. Ils peuvent avoir des points de vue différents, mais ils savent qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir s'expliquer avec leurs autres frères pour qu'ensemble, on trouve la solution. Prendre des Kalachnikov, amputer, violer, détruire, ce n'est pas ça à construire. Et personne n'y gagne. Donc nous devons tous ensemble travailler pour la paix. Et c'est le message qu'il a dit. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas d'éducation. Donc ce prix, les plus hautes autorités nous ont demandé d'être là pour montrer et remercier l'UNESCO d'avoir pensé au Mali. Parce que ce combat, c'est le combat du Mali. La paix, la tolérance sont des vertus auxquelles nous croyons beaucoup. Alors, monsieur le conseiller, ça nous amène au 20 novembre, la date à laquelle normalement les négociations vont reprendre, on va dire ça comme ça. Ça a été annoncé hier. Vous vous sentez comment, vous, à l'ambassade, vis-à-vis de ça? Nous suivons, comme tous les Maliens, avec beaucoup d'intérêt ce qui est en train de se faire. Nous avons surtout remarqué et apprécié les nouvelles démarches de l'administration centrale du Mali qui a mis un accent particulier sur l'information et la sensibilisation. C'est l'avenir du Mali qui se joue là-bas. Ces négociations, c'est pour amener la paix, la concorde et
vraiment la cohésion pour que nous puissions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller dans le sens du développement, mener ensemble la bataille du développement. Donc nous sommes, à l'ambassade, nous sommes sereins et nous sommes attentifs et nous contribuons aussi à notre façon à cet effort de sensibilisation et d'information. Il faudrait que tous les Maliens se sentent concernés, parce qu'ils le sont, et que tous les Maliens aient leur mot à dire, pour que les accords auxquels nous allons parvenir très rapidement, en tout cas c'est notre souhait, soient des accords, cette fois-ci, des accords pérennes, des accords qui vont tenir la route, et pour toujours. Vous voyez, il ne faudrait pas que certains se trouvent exclus, que certains pensent que leur point de vue n'a pas été pris en charge. C'est pourquoi il y a cette campagne sur tout le territoire national, dans toutes les régions, y compris dans le district de Bamako. Toutes les forces vives de la nation participent à cet effort d'explication et de sensibilisation. Et même ce qu'il faut remarquer, les délégations qui vont dans les camps de réfugiés, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, il faudrait que tout le monde dise ce qu'il pense, que nous puissions vraiment laver le linge sale en famille, que nous puissions trouver les solutions idoines, mais des solutions définitives à ce problème qui revient de façon récurrente et qui chaque 10 ans, chaque 15 ans nous ramène loin en arrière et freine nos objectifs de développement. Donc nous sommes tout à fait sereins et nous sommes responsables. Et nous appelons tous les participants, tous nos représentants qui seront à Alger, qu'ils sachent qu'ils ne partent pas pour une communauté, ils ne partent pas pour une fraction, ils ne partent pas pour l'État, ils ne partent pas pour une société ou une compagnie. Ils partent pour le Mali. C'est de l'avenir du Mali qu'il s'agit. Ils partent accompagnés par une communauté internationale, accompagnés par un collège de médiateurs qui ne fera jamais la paix à la place des Maliens. Ce sont des facilitateurs. Mais cette paix, c'est nous qui la voulons, c'est nous qui devons la construire et c'est nous qui devons la consolider. Alors, étant donné que vous êtes tout de même spécialiste de la communication, on a beaucoup entendu les Maliens lambda, sans aucun poste dans une hiérarchie quelconque, dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'informations et que du coup, ils avaient des bribes d'informations, comme ils ont eu des bribes du projet d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'information ne passe pas aussi bien qu'on aurait pu souhaiter, et pas seulement maintenant, même avant juillet? Je pense que les premiers responsables ont toujours dit qu'une des difficultés, c'est vraiment la communication. La communication a posé problème, mais il faut remarquer tous les efforts qui ont été faits ces derniers temps. Tous les porteurs de messages, de tout, que ce soit la presse écrite, la presse télévisée, que ce soit la presse radiophonique, il y a des émissions spécifiques qui sont faites pour informer largement l'utilisation vraiment à bon escient des moyens de communication de masse. Je pense, et c'est ce qui fait de toute cette nouvelle session d'information et de sensibilisation sur tout le territoire, au plan national et dans toutes les missions diplomatiques à l'extérieur, c'est justement pour corriger ce qui avait été constaté. Mais vous savez, la communication, c'est à la fois facile, mais vous êtes aussi spécialiste de la communication. Vous voyez à quel point elle peut aussi être difficile lorsque les points de vue, de temps en temps, sont si différents. Si nous devons seulement porter la parole du gouvernement, ça nous est facile. Mais le gouvernement a tenu à ce que ce dialogue-là soit le plus inclusif possible. Donc, ce sont des communautés qui quittent leur localité pour venir soit dans les capitales régionales ou pour se retrouver jusqu'à Alger. Quelle est leur capacité de restitution à leur retour? Est-ce que ce n'est pas là aussi un segment qu'il faut entrevoir? Comment renforcer les capacités de restitution de ceux qui partent représenter les communautés? Sinon, la communication, du fait seulement de l'État, la communication institutionnelle seulement ne suffit pas. Si les communautés viennent, si les radios des communautés viennent, c'est pour pouvoir faire un travail. Comme je vous l'ai dit, que tous les Maliens se sentent concernés et que les points de vue de toutes les couches de Maliens se trouvent partagés pour que cet accord soit l'accord définitif que nous appelons de tous nos voeux. Il y a eu des difficultés, il y a eu des lacunes, mais de grands efforts sont en cours qu'il faudra consolider, qu'il faudra amplifier pour que jusqu'à l'école primaire, tout le monde comprenne ce qui s'est passé,
pourquoi ça s'est passé ainsi. C'est de cette façon qu'on saura qu'il ne faudrait plus jamais que ça se répète. Et ce sera l'objectif de la communication qui est actuellement en cours. Alors pour conclure, on va en arriver au troisième volet qui secoue le Mali là, en ce moment, à savoir Ebola, où là aussi beaucoup de Maliens se sentent frustrés de ne pas avoir eu une information qu'ils estiment correcte, on va dire. Donc effectivement, entre le décès de la petite fille à Caille il y a 2 semaines ou 3 semaines, et ce qui s'est passé à la clinique Pasteur de Bamako, voilà, les Maliens se disent que le gouvernement n'a pas été vraiment ou bien informé ou très clair sur ce qui se passait. Non, je pense que c'est effectivement, c'est une remarque, cela nous l'avons appris, mais je pense que c'est un jugement un peu sévère. Il faut reconnaître que depuis que la crise a connu une certaine ampleur dans nos pays frères de Guinée, de Sierra Leone, le Mali n'a pas attendu qu'il y ait un premier cas pour commencer la sensibilisation. La sensibilisation a été faite. Des campagnes ont été faites, les radios même comment dirais-je, les radios de proximité ont été impliquées, des formations ont été faites, ont été données aux radios, aux animateurs de radio, pour qu'on puisse déjà expliquer ce qu'est d'abord Ebola. Ça date d'il y a 2-3 jours. Hein, non, il y en a eu bien avant. Je dis bien avant. Il y en a eu même avant que le premier cas soit déclaré. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a eu le premier cas, les gens étaient vraiment, à la limite, ils étaient en tout cas surpris. Et à la suite du premier cas, cette communication s'est amplifiée. Cette campagne s'est amplifiée. Mais je ne pense pas que ce soit seulement un problème d'information. Il y a aussi un problème qu'il faudrait que l'on ait le courage d'affronter. Quels que soient les programmes de communication qui seront entrepris, qui seront mis en œuvre, tant que l'on pense que Ebola ne concerne que l'autre, tant que l'on pense que lorsque Ebola est devant sa porte, on doit cacher, il y aura toujours des difficultés. Je pense que c'est une campagne dans laquelle tout le monde doit s'impliquer. Le père de famille, l'instituteur à l'école, le professeur à l'université, le chef d'entreprise, tout le monde, tous les responsables doivent s'impliquer pour expliquer que Ebola, ce n'est pas une fatalité. Ebola, à travers des mesures d'hygiène élémentaires, d'hygiène simple, on peut, à défaut de l'empêcher définitivement, c'est notre souhait, on peut quand même essayer de réduire. Se laver les mains 4 fois, prévenir, aller devant un centre de santé dès qu'on sent quelques malaises, ne pas attendre d'avoir que la maladie passe dans une phase supérieure, irrémédiable, pour maintenant se ruer vers les centres de santé. C'est un comportement quotidien. Toutes les campagnes ont été faites dans ce sens-là depuis maintenant à peu près 2 mois, sinon plus. Mais malheureusement, il y a eu ces quelques cas que nous déplorons et cela ne doit pas nous conduire à baisser les bras. Bien au contraire, vous avez entendu les résultats de la réunion interministérielle d'hier où des mesures drastiques vraiment ont été cette fois-ci prises pour que de façon sérieuse, de façon vraiment harmonisée sur tout le territoire et que tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre Ebola se donnent la main, qu'il y ait une synergie de tout ce que nous avons comme moyen pour pouvoir à la fois sensibiliser, empêcher et prendre les dispositions lorsque, hélas, quelques cas voient le jour. Allez, un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, le pays traverse un moment difficile. Un moment difficile parce que nous avons connu ce qui pouvait être grave, le plus grave pour un pays. Une insurrection qui conduit à une rupture démocratique qui donne l'occasion à l'occupation des 2 tiers du territoire avec des coups très graves dans ce qui constitue la force de notre pays. C'est-à-dire que le Mali, plus qu'une république, c'est une nation. Mais on a voulu introduire des notions sous le manteau de l'islam, un islam qui n'est pas du tout l'islam de paix, de tolérance que nous avons connu. On a essayé de porter atteinte au fondement même de la nation. Par le génie malien, comme on le dit, en 1 an, nous avons pu retourner la situation et nous nous trouvons aujourd'hui en dialogue avec nos frères en Algérie pour trouver une solution. À cela vient s'ajouter Ebola, qui est encore une autre
une autre difficulté avec courage, avec sérénité, mais avec responsabilité. Nous devons tous y faire face. Et là aussi, nous remporterons des victoires. C'est notre souhait. Merci.